Bon, très bien. Je vous propose qu'on démarre. On va commencer par un petit tour de table et ensuite on va adresser directement le vif du sujet, donc la location solidaire. De quoi est-ce que les propriétaires bailleurs ont peur? Comment est-ce qu'on peut les rassurer? Quels sont les enjeux pour les locataires? De qui est-ce qu'on parle quand on parle de location solidaire? Parce que la solidarité peut aller du bas de l'échelle, le milieu de l'échelle. On va définir tout ça ensemble avec Anne-Sophie et Arthur, que je remercie beaucoup d'être ici. Alors, Anne-Sophie, allez, je commence par te proposer de te présenter. Super, donc merci, bonjour à tous. Moi, je suis Anne-Sophie Thomas, donc je suis la cofondatrice de Gestia Solidaire. Gestia Solidaire, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec mon frère Emmanuel. Et ce qu'on a voulu créer avec Gestia Solidaire, c'est vraiment une entreprise à mission sur un sujet qui nous tenait à cœur, qui est les difficultés d'accès au logement de publics intermédiaires, donc qui ont des revenus, mais qui n'arrivent pas plus à se loger dans les grandes villes parce qu'on demande beaucoup de garanties. Donc, Gestia Solidaire, c'est vraiment créer un réseau d'agences immobilières solidaires qui soient capables en fait de réconcilier d'un côté les intérêts des propriétaires qui achètent pour louer, donc qui le font dans un but patrimonial, un complément de revenus, aider leurs enfants plus tard pour leurs études. Et puis de l'autre côté, arriver à concilier les besoins des locataires qui sont solvables avec des revenus tous les mois. Donc ça, c'est important parce qu'on n'aide pas les personnes en très grande précarité, on aide des personnes plutôt lambda qui ont des revenus mais peu de garanties, donc type étudiants sans garant, actifs sans CDI. Il y a beaucoup de cas, auto-entrepreneurs, profession libérale, journalistes. Enfin, on a une multitude de cas de personnes qui ont des difficultés après à se loger. Donc voilà ce qu'on fait avec Gestia. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Arthur, je te passe la main. Oui, alors bonjour à tous. Moi, je suis Arthur Actuel. Je suis agent public, donc fonctionnaire au ministère de la Transition écologique et donc avec le ministère en charge du logement. Et je suis aussi intrapreneur et chef de produit de Dossier Facile, qui est une start-up d'État qui a été fondée en 2018, que j'ai repris en main l'année dernière. Et chez Dossier Facile, notre vocation, c'est d'aider les personnes, quelles qu'elles soient, à créer un dossier de location numérique conforme et sécurisé, étant donné qu'on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de problèmes et de difficultés au niveau des pièces justificatives entre de l'échange de ces pièces entre le bailleur et le locataire. Donc, à la fois pour aider les locataires et sécuriser et rassurer les bailleurs, on a créé cette start-up qui, voilà, aujourd'hui, gère environ 100 000 dossiers par an. 100 000 dossiers par an. OK, super. Bah, écoutez, moi, je suis Christophe Duprat, je suis cofondateur de Clower. Clower, c'est un outil qui digitalise toute la gestion, la compta et la déclaration fiscale pour les propriétaires et les investisseurs immobiliers. Donc, je vais aller beaucoup plus rapide parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, c'est plutôt vraiment de faire le focus sur cette location solidaire. Donc, location, on ne parle que de logement, on est d'accord. Solidarité, j'aimerais qu'on redéfinisse pour Anne-Sophie et pour Arthur quels sont les segments auxquels ils s'adressent. Tu disais, Anne-Sophie, plutôt les locataires solvables. Tu as mentionné les étudiants, les freelances, les indépendants. Vas-y. Exactement, nous, ça va être des personnes dites solvables à revenus limités. Donc, c'est typiquement des personnes qui ont un emploi, une source de revenus stable, mais pas forcément les garanties traditionnelles demandées quand on veut louer, qui sont, il faut avoir un CDI, gagner 3 fois le montant du loyer, avoir 2 garants. Donc, nous, notre cible, ça va être toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans ces critères, donc étudiants sans garant, actifs sans CDI et familles monoparentales avec des petits revenus. Par contre, pour toi, Arthur, j'imagine que c'est beaucoup plus transverse, hein. Et tu peux avoir des Oui, gens qui sont de tout horizon, y compris d'ailleurs des gens qui gagnent 5 fois les revenus. exactement. Alors nous, on est vraiment sur la constitution du dossier de location, peu importe le budget enfin, le montant d'un loyer. On n'est pas dans cette question de solvabilité ou de taux d'effort. Vraiment, on s'adresse à n'importe qui, quel que soit son âge, sa situation professionnelle, sa nationalité, n'importe qui souhaite constituer son dossier, rassembler ses pièces. Et alors, c'est vrai qu'on va avoir une surreprésentation de publics plus en difficulté, qui voit aussi dans le fait de passer par dossier facile une manière d'améliorer et de valoriser leur dossier.
mais on va également avoir des profils peut-être plus avec une appétence pour le numérique et qui n'ont pas forcément des difficultés financières, mais qui seront plus intéressés par la simplicité d'usage du produit. Ok, ça marche très clair. Alors là, maintenant, je me mets du côté des propriétaires. Déjà, ceux qui font du locatif, ils se disent, oulala, moi, je préfère pas en faire parce qu'il y a les problèmes des locataires, il y a tout ce qu'on entend, il y a toute cette complexité et les embrouilles. Et donc, on ne veut pas en entendre parler. Et d'un autre côté, on a des initiatives comme celle d'Anne-Sophie, comme celle d'Arthur et de l'État qui disent, bah voilà, comment est-ce qu'on va donner accès à ces gens-là au logement, comment est-ce qu'on va fluidifier l'accès au logement. Quelle est finalement la bonne raison pour laquelle est-ce que envisager une location solidaire a du sens? Est-ce que c'est uniquement justement pour donner du sens à son investissement ou est-ce qu'à la fin, quand même, on s'y retrouve? Nous, je parle de Gestia Solidaire et je pense que c'est le cas aussi pour Dossier Facile, c'est de se dire que nous, on défend les intérêts des deux parties et notamment des propriétaires, puisque ça va être eux qui vont nous confier leurs biens pour qu'ensuite on puisse louer solidaire. Donc nous, notre idée, ça a été de lever le frein principal qui est pour un propriétaire, c'est normal de se dire qu'il va avoir des impayés ou des dégradations, parce que quand il loue, il a souvent des charges, un prêt à rembourser. Donc Gestia Solidaire apporte une sécurité supérieure à une agence classique, tout en donnant du sens au patrimoine du propriétaire, puisque nous, on va réaliser en amont une audit juridique et fiscale pour essayer de trouver des avantages fiscaux et financiers qui vont permettre au propriétaire derrière de baisser un petit peu son prix du loyer, environ c'est 10% par rapport au prix du marché, et d'avoir en plus une garantie fournie par Gestia Solidaire sans frais qui va permettre en fait de couvrir à minima 96 000 euros d'impayés de dégradation sur toute la durée du bail. Donc en fait, on a essayé de trouver un système qui permette à un propriétaire de se dire je loue solidaire, mais ce n'est pas la finalité de mon investissement parce que moi, je le fais dans un but de développer un patrimoine. Par contre, si je confie à Gestia Solidaire, j'ai une garantie supplémentaire qui fait que je ne me retrouve jamais avec des impayés. Ok, alors cette garantie supplémentaire, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce monde de la garantie. Donc moi, je vais arriver un petit peu en challenge en disant, voilà, il y a des acteurs qui sont effectivement les grands acteurs institutionnels, les grands assureurs qui proposent ces garanties loyers impayés. Alors, garantie loyer impayé, dans le titre, il y a loyer impayé, mais il y a aussi souvent la dégradation. Donc, c'est souvent la même assurance que l'on va souscrire pour ce sujet. Il y a des nouveaux acteurs qui proposent cette fois de souscrire à ce type de garantie par le locataire. Et donc, le locataire arrive avec sa garantie. Donc, c'est aussi souvent rassurant pour les propriétaires. Je serais intéressé d'avoir d'ailleurs le feedback de l'audience sur ce sujet, s'il y en a qui effectivement utilisent ces garanties acquises au niveau du locataire. Et il y a aussi les garanties de l'État. Et peut-être que là, je pense que Dossier Facile, start-up d'État, travaille ou va travailler avec des garanties type Visal. Est-ce qu'il y a déjà une relation entre Dossier Facile et Visal? Ou est-ce que tu peux, Arthur, nous décrire aussi Visal, même si je sais que c'est un petit peu à côté? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Visal? Oui, alors Visal, c'est un cautionnement donc pour le locataire qui prend en charge certains types. Alors, il y a une éligibilité pour Visal. Je crois qu'il faut avoir donc moins de 30 ans. Oui. Il y a des conditions de situation professionnelle qui sont bien détaillées sur leur site que je connais pas par cœur. En revanche, nous, chez Dossier Facile, on propose aux personnes qui n'ont pas de garant, par exemple, d'aller demander une garantie Visal sous réserve d'éligibilité, parce qu'on pense que ça renforce leur dossier d'avoir une attestation de garantie Visal qui se rajoute à leur pièce justificative. Donc, on peut également, chez Dossier Facile, disposer d'un garant physique traditionnel, d'un garant moral type une entreprise qui se porte garant. Mais c'est vrai qu'on va pousser dans cette direction-là pour les personnes qui n'ont pas de garant. Okay. Et d'ailleurs, également, Visal fait aussi la promotion de Dossier Facile sur leur site internet, puisque c'est vrai qu'une fois qu'on a son attestation Visal, c'est une des pièces du dossier. Et du coup, la suite logique, c'est de créer son Dossier Facile et d'y ajouter son attestation Visal.
Ok, puis d'un point de vue locataire, je pense que les informations demandées par Visal et par dossier facile sont Oui, globalement assez en recouvrement. Donc, exact. Alors après, il y a du recouvrement. Malheureusement, on n'est pas encore imbriqué techniquement, ce qui me permettrait, par exemple, que les pièces que j'ai déposées chez Visal pour faire mon attestation, elles soient envoyées chez nous. Il y a des questions encore de RGPD et techniques aussi qui bloquent, mais c'est vrai que c'est une brique qu'on aimerait rajouter sur le produit pour éviter que les gens aient à le faire deux fois. ok, ça marche. Donc, on a d'un côté un locataire qui a souscrit sa garantie seul ou qui vient avec une attestation Visal ou son dossier facile qui est certifié par l'État. Derrière, il arrive pour trouver son logement. Donc, on est bien sur cette population intermédiaire. Quel est finalement son parcours pour lui? On va passer rapidement sur cette partie-là pour ensuite comprendre cette même visibilité du parcours du côté propriétaire. D'accord? Je me tourne vers toi, Anne-Sophie. Alors, oui, nous, on a fait en sorte que voilà, on travaille sur le conseil juridique et fiscal avec le propriétaire et ensuite, une fois qu'on a le bien en gestion, parce qu'on est comme une agence, on gère le bien, on va travailler sur le côté locataire avec plus de difficultés. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le coach pour trouver des aides et garanties complémentaires. Donc, ça aide justement, c'est ce qu'on appelle des GLI inversés que le propriétaire ne paye pas. Et c'est le locataire qui arrive avec sa garantie. Donc, le but de Gestia Solidaire, c'est l'emmener dans un tunnel pour l'accompagner à avoir déjà un meilleur dossier. Donc, on travaille justement avec Dossier Facile pour qu'il ait vraiment toutes les pièces demandées pour qu'on puisse étudier s'il est éligible à nos locations. Et ensuite, on fait en sorte qu'en parallèle, ils prennent une garantie, donc soit une garantie gratuite, qui est la Visale, autant pour le locataire que pour le propriétaire, qui a une condition d'âge, c'est 30 ans maximum, et puis gagner moins de 2100 euros brut, donc 1500 net, et sinon être en mobilité professionnelle. Et s'il ne rentre pas dans les critères Visal, en fait, il y a un deuxième type de garantie inversée qu'on utilise aussi, type Smart Garant, Cautioneo, Uncle, enfin, il y en a plusieurs qui existent sur le marché et qui en fait sont payantes, mais c'est le locataire qui les prend à sa charge et c'est 2 à 3 du loyer. Mais dans tous les cas, en fait, le propriétaire ensuite est couvert à hauteur minimum de 96 000 euros sur toute la durée du bail pour les impayés et les dégradations. Ok, 96 000 euros, d'où vient ce chiffre qui est super précis? Est-ce que tout le monde s'est mis d'accord sur ce montant-là ou... A priori, oui, parce que ça permet enfin, en fait, si on fait le calcul mensuel sur un bail traditionnel nu de 3 ans, ça fait Mhm. à peu près 2300 euros. Donc, on considère que c'est les loyers maximum pour la typologie de personnes qui auront Ok, besoin d'une garantie inversée. Et du coup, Visa a mis 96 000 euros et les assureurs privés se sont alignés ou sinon ont mis 100 000. ok, d'accord. Donc, ça fait 3 ans de loyer à 2300 Mm, euros de loyer. C'est ça, c'est hein. ça. Globalement, ça a été calculé comme ça. 2300 fois 3 ans. Ok. Alors, derrière, effectivement, on se dit, pourquoi pas aider ces populations qui ont un petit peu de difficulté à l'accès. On voit les solutions, ces garanties inversées, cette capacité à rassurer les bailleurs. Derrière, il y avait une légère baisse de prix avec un incentive fiscal. Est-ce que tu peux, Anne-Sophie, nous décrire plus précisément quel est cet incentive fiscal et comment est-ce que les bailleurs, les particuliers propriétaires de biens qui sont mis en location peuvent s'y retrouver et avoir d'un côté du sens à leur investissement, une garantie, si on l'a déjà vu, mais aussi éventuellement un kickback, enfin un retour positif financier de la part de cet accompagnement fiscal. C'est ça. Alors nous, on travaille avec ce qu'on appelle des lois de défiscalisation pour louer solidaire. Donc il y en a plusieurs. Il y en a une qui est très connue, c'est le Pinel sur le neuf, donc qui va apporter un avantage fiscal sous forme d'abattement compte tenu du prix d'investissement mis par l'investisseur ou le propriétaire bailleur. Nous, on n'utilise pas ce dispositif, on utilise la loi COS, qui est un dispositif pareil de défiscalisation sur le neuf et l'ancien, mais qui ne prend pas en compte le coût de l'investissement, mais plutôt les revenus fonciers générés. Donc, tout le but et tout le travail qu'on fait en amont, c'est de regarder si le bien du propriétaire est éligible à ce dispositif et si fiscalement, ça va être profitable pour lui, puisque l'abattement, il est entre 30 et 70%, celui qu'on pratique, en fonction de la typologie, le choix, en fait, le propriétaire peut louer en intermédiaire, en social ou très social. Gestia fait l'intermédiaire et le social, et en fait, ça va définir
à un plafond de loyer. Par exemple, à Lyon, c'est entre 10 et 8 euros selon ce qu'on choisit. Et la contrepartie, c'est justement un abattement entre 30 et 70%. Donc, Gestia Solidaire vérifie que fiscalement, ça va être intéressant. Est-ce que le propriétaire va pouvoir récupérer la perte de rentabilité mensuelle liée au plafonnement du loyer grâce aux avantages fiscaux? Ok, donc là tu as quand même utilisé des termes assez techniques, hein. Je ne sais pas si tout le monde maîtrise ces termes-là. Moi, pas forcément. Donc, je vais D'accord. peut-être vous demander quelques précisions. Et j'aimerais bien éventuellement qu'on le fasse par l'exemple. Est-ce que, par l'exemple, tu peux nous dire typiquement le type de bien qui est éligible à cette loi de fiscalité, cette loi COS, et typiquement le type de bien ou dans une ville ou deux qui n'est pas éligible? Comment ça peut se passer, par exemple? On va prendre Paris, grande ville et province. On peut faire ça? Alors, oui, on peut faire ça. Donc, Paris, grande ville, de toute façon, la loi COS, elle est à l'échelle nationale et elle fonctionne dans toutes les villes où on va avoir une tension locative, donc plus de demandes que d'offres. Donc, ça, on peut voir très facilement sur des sites gouvernementaux en fonction du zonage. On tape le nom de sa ville et puis on voit le zonage qui va de A à C. Et puis, normalement, c'est écrit dessous, une fois qu'on a tapé le nom de la ville, si elle rentre dans le dispositif loué abordable ou à COS. Donc, par Donc exemple, là, Paris très rentre. concrètement, je voulais peut-être mettre d'ailleurs dans la discussion le lien vers ce site. Je vais sur quel site de l'État? Alors, c'est. Hop, je le fais en direct aussi. Zonage. Connaître service public, connaître la zone. Hop, je peux le mettre moi dans la Je le colle dans la discussion. discussion? Oui, OK. je le mets. Hop. Là, comme ça, chacun, pendant ce webinaire, peut aller voir si le logement qu'il envisage éventuellement fait partie d'une zone en tension locative. Et donc, les critères de Ça, tension locative, c'est jusqu'à quelle lettre? c'est jusqu'à C et en fait, ça va déterminer. Non, c'est jusqu'à B2 pour le B2, d'accord. Donc, dispositif pour être de A loi à B2. COS. Oui. Et donc, ça va déterminer après un plafond de loyer propre à la loi COS. Donc, il faut aller chercher le plafonnement du loyer. Mais en tout cas, Paris, euh, c'est toute la partie intramuros qui est concernée. Et donc, en intermédiaire, on est à un prix au mètre carré de loyer qui est à 17,55 euros. Et c'est celui qu'on pratiquera. Et en contrepartie, le propriétaire a un abattement de 30%. OK. Est-ce Des que tu fois, on peux va me avoir. comparer ce montant de 17,55 euros au loyer qui est plafonné naturellement à Paris? C'est la problématique et c'est ce qu'on regarde avec Gestia Solidaire, c'est que, par exemple, si on est à Paris 12e, là, on a eu le cas d'un appartement et on a fait une étude dessus, on a un plafonnement à 17,55 loi COS qui permet un abattement de 30%, des revenus nets générés en partant du brut. Donc, on fait le calcul, 17,5 par exemple, 50 mètres carrés, et puis ça donne le loyer mensuel et ensuite on peut abattre 30% une fois qu'on a déduit les charges. Par contre, par exemple, Paris 12e, normalement, on est avec un loyer encadré parce qu'il y a quand même l'encadrement des loyers à Paris. Je pense que, enfin, de mémoire, on est à 21 euros du mètre carré, ou 28 même, 28 euros. Donc, on a pratiquement 10 euros de différence. Donc, D'accord. ce qu'on calcule avec Gestia Solidaire et on scénarise toutes les façons de louer, nu meublé et location solidaire, est-ce qu'on va récupérer, justement, c'est ce dont je parlais qui était un peu technique, la différence entre les 17,55 et les 28 grâce aux avantages fiscaux. OK. Les fameux Et, 30% mm, d'abattement. Et ce 30% d'abattement, parce qu'entre 30 et 70%, on a quand même un éventail mm. qui est super large. Qu'est-ce qui fait qu'on est à 30 à Paris ou où est-ce qu'on est à 70%? Parce que là, on a quand même parmi nous des investisseurs qui ont des biens et qui réfléchissent, j'imagine, à utiliser ces dispositifs, mais aussi des investisseurs qui recherchent des biens et qui pourraient se dire, tiens, c'est quoi la ville où il y a quand même une tension, où il y a un prix au mètre carré qui est intéressant à l'achat versus la location et où on est à 70%. Ça va être des villes plutôt intermédiaires parce que c'est vrai que Paris, en fait, le dispositif COS est intéressant pour diversifier de l'actif déjà amorti. Donc, un bien pour lequel vous n'avez plus de prêt, à Paris, ça peut être intéressant parce qu'en fait, sur le dispositif COS, au-delà de l'abattement, il va y avoir des avantages financiers supplémentaires, comme une prise en charge de la partie travaux à hauteur de 35% si vous avez besoin de rénover votre bien, améliorer les performances énergétiques, donc changer des fenêtres, ajouter de l'isolation, toutes ces choses.
l'État pourra prendre en charge 35% et créer en plus un déficit foncier bonifié. Donc, on passe du légal qui est à 10 700 euros à 15 300 euros. Donc, nous, on regarde tous ces avantages et on vérifie que ce soit plus avantageux pour le propriétaire que de louer de manière classique. Le propriétaire peut regarder aussi de son côté. Sinon, la solution, comme tu le disais, Christophe, c'est d'aller dans une ville où en fait, le prix plafonné va être assez similaire au prix de marché. Donc là, aujourd'hui, on fait une étude à Mâcon où justement, c'est à peu près, on est à 9 euros prix de marché et le COS est à 9 euros aussi. Donc, on va se retrouver avec un avantage fiscal supplémentaire pour le propriétaire en louant solidaire, en plus de garanties dont on parlait tout à l'heure, qui sont des garanties loyers impayés qui couvrent tout le risque d'impayé pour le propriétaire. Donc, pas de ristourne de loyer. Sur l'exemple de Mâcon, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens de Mâcon parmi nous. Sur l'exemple de Mâcon, on n'a effectivement pas de baisse de loyer pour bénéficier de la loi COS. Il y en a quand même ces avantages donc, on va dire, qui s'additionnent quand on est en plus en besoin de travaux de rénovation énergétique. Et je pense que c'est un enjeu qui est fondamental, surtout côté des propriétaires bailleurs. Là, pour le coup, je fais une petite incise sur cette partie-là. Les particuliers bailleurs détiennent 7 millions de biens en France et donc hébergent un foyer sur 4. Et ce sont souvent les derniers foyers à bénéficier de la rénovation énergétique. Quand on habite dans son appartement, on le fait. Quand il y a du logement social, c'est déjà fait aussi. Et donc, les derniers biens, on va dire, à devoir rénover sont souvent ce parc locatif privé. Et donc, trouver des incentives, trouver des leviers qui permettent de décider, d'accélérer ces travaux sont super intéressants. Tu as justement mentionné le déficit foncier quand on a amorti ce bien. Et derrière, la bonification de plus 50% de ce déficit foncier, bien sûr, change la donne. C'est ça. Et c'est tout l'enjeu, en fait, c'est d'essayer de vulgariser tous ces avantages, autant d'un côté fiscal avec les abattements, et puis aussi des avantages financiers, puisque le propriétaire va pouvoir avoir des aides supplémentaires pour rénover son bien. Et on le sait, là, on a eu la loi résilience climat. Les appartements étiquette G seront interdits à partir de 2025, donc c'est dans 4 ans. Donc c'est intéressant pour les propriétaires bailleurs qui ont des fois plusieurs biens ou des biens qui ont un besoin de rénovation, de se dire je diversifie une partie de mon actif en passant par de la location solidaire. Donc, il y a le dispositif COS, mais pas que. Il y a de Normandie aussi pour les cœurs de ville, donc le milieu plus rural, qui peut être aussi intéressant parce que ça va prendre en compte le coût de l'investissement, l'enveloppe travaux et permettre un abattement sur plusieurs années, un peu comme du Pinel, mais en prenant les travaux en plus. Donc, nous, on regarde tout ça en fait avec Justice Solidaire. Alors, moi, j'ai une question sur le fait de regarder tout ça ou de mettre à disposition un robot qui regarde ça à la place de l'humain et derrière de pouvoir massifier cette démarche-là. Nous, chez Clower, par exemple, on automatise tout ce qu'on peut automatiser en donnant des robots, des parcours, des guides super clairs pour que les gens puissent faire eux-mêmes leurs calculs. Chez toi, Anne-Sophie, est-ce que c'est un conseiller qui va s'asseoir et qui va téléphoner avec quelqu'un et qui va regarder le dossier un par un? Ou est-ce qu'on a déjà une calculette, un simulateur qui permet de voir dans quelle mesure est-ce que son bien existant peut être éligible et intéressant pour une location solidaire? Ou alors même dans quelle mesure est-ce qu'un bien identifié sur le marché peut là aussi pouvoir bénéficier de cette initiative? C'est une très bonne question. Je peux lancer une petite info. C'est que nous, on est en train de travailler justement sur la partie technologique, donc vraiment des outils pour vulgariser qu'un propriétaire, à partir de ces données, combien il gagne, enfin combien il a de revenus fiscaux par an, son nombre de parts et son bien, puisse avoir une simulation rapide. Donc aujourd'hui, Gestia Solidaire, on le fait en interne, donc avec un conseiller. Mais demain, c'est même demain très proche, c'est à fin octobre, Le on soir. va, on va pouvoir faire des simulations pour le propriétaire. Il pourra être autonome avec une petite calculette sur la loi COS. Et puis, pour aller plus en profondeur, on garde la main quand même avec un conseiller, nous, en interne, puisque ça fait partie de notre innovation d'usage. Et je pense que pour bien comprendre tous les enjeux de ces dispositifs, c'est intéressant d'avoir quand même un expert conseiller qui est là pour donner des réponses plus pointues au propriétaire quand il fait sa simulation. Ok, non, très bien. Sans vouloir faire de la pub pour Clover, c'est effectivement pour moi cette visibilité
du calcul de l'impôt. Aujourd'hui, quand on passe par un cabinet comptable traditionnel, Oui. on est au courant au mois d'avril ou au mois de mai de l'impôt qui sera Ouais. exigé sur l'exercice qui s'est terminé 4 mois auparavant. Et donc, ce calcul au fil de l'eau, grâce aux technologies qu'on embarque de l'impôt, permet de le piloter. Et donc, dès le mois d'avril-mai de l'année en cours, on sait estimer quel serait l'impôt qui sera exigé sur le bien qui est en cours de location. Et donc, étant donné qu'on est justement sur cette année en cours, on peut se faire de le piloter et donc de déclencher des travaux de rénovation énergétique ou pas, bien sûr, pour investir sur son bien plutôt que d'investir, plutôt que de payer l'impôt, effectivement. Donc effectivement, ces calculatrices, je pense, sont super importantes pour que les gens puissent se dire oui, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Donc Arthur, je repense sur la partie dossier facile. Euh, une fois que le dossier est prêt pour le locataire, est-ce qu'on a moyen est-ce qu'on peut donner des outils à ces locataires qui sont, donc je le répète, pour ceux qui sont arrivés plus récemment, des populations intermédiaires, donc qui sont solvables, mais qui sont souvent pas forcément au plafond au niveau de revenu qu'on attendrait. Est-ce qu'on a moyen de les orienter vers des bourses de logement qui soient un petit peu plus ouvertes vers ces profils-là, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Dès qu'on passe par des agences, forcément, les fourches codines du taux d'effort, des fameux 30%, 33%, ça dépend, tombent. Est-ce qu'on a des initiatives que toi, tu connaîtrais, Arthur, pour justement orienter ces profils-là? Alors, c'est intéressant parce que actuellement, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas, comme je disais, on ne regarde pas le montant des revenus de la personne. Enfin, on va le regarder uniquement pour vérifier ses justificatifs et s'assurer que son dossier est conforme et que les pièces qu'il a mis n'ont pas été falsifiées. Mais on n'a pas encore de système où on va aller rediriger l'utilisateur, le candidat locataire, vers un dispositif qui pourrait être particulièrement intéressant pour lui. Déjà, bon, actuellement, sur tout ce qui va être dispositif privé, on est quand même contraint par l'interdiction de publicité et la neutralité du service public. En revanche, les dispositifs comme ceux qu'a décrit Anne-Sophie, le louer abordable, des choses comme ça, sont des choses vers lesquelles on pourrait aller. C'est en cours d'ailleurs au sein de l'État. Il y a une démarche qui s'appelle administration proactive, que j'ai rencontrée lundi. Donc c'est tout récent, avec la direction interministérielle du numérique. Et le but, c'est effectivement de pouvoir détecter chez nos utilisateurs ceux qui seraient éligibles à tel ou tel dispositif qu'ils ignorent pour pouvoir mieux les orienter. Donc, effectivement, on a tout un travail à développer là-dessus. OK, donc à quel dispositif est-ce qu'on a droit en tant que locataire? Je pense que c'est une question fondamentale. À quel dispositif on a droit en tant que propriétaire? Ça l'est aussi. Parce que je le rappelle, les bailleurs qui hébergent un foyer sur 4 en France ne sont pas forcément au courant des différents régimes, de l'impact de ces régimes, de l'impact à la déclaration fiscale, de l'impact aussi à la revente du bien. Je pense typiquement au SCI, avec derrière le calcul de la plus-value qui peut être extrêmement impacté sur les calculs de SCI. Donc là aussi, un accompagnement souvent fiscal ou une lisibilité des différents dispositifs me semble, moi, super important. J'aimerais qu'on prenne un exemple. En fait, Super nous, ouais. ne serait-ce que sur les APL, par exemple, on sait qu'il y a quand même un taux de non-recours aux APL qui est très important. Le but, un des premiers cas d'usage, je pense qu'on va développer, c'est celui-ci. D'accord. Alors, APL, d'ailleurs, qui sont plus ou moins considérés par les services de garantie loyer impayé réversible, Oui. donc souscrits par le locataire. Certains prennent ces APL en ligne de compte pour les revenus, d'autres ne le prennent pas. Donc, forcément, ça a une incidence très forte sur le taux d'effort. C'est parfois le type de revenus qui manque, bien sûr. Et il y a la deuxième chose qui aujourd'hui peut-être pénalise justement ces foyers à revenus intermédiaires et qui est en train d'être étudié par l'État, c'est le non-cumul de la GLI et du cautionnement.
actuellement qui est en place, excepté pour les étudiants et les apprentis. Est-ce qu'on peut bien décrire le non-cumul de la JLI et du cautionnement? Je pense pour nous, ça nous parle très bien, mais je ne suis pas certain Ça que ce veut soit dire super limpide pour tout le monde. Ça veut dire qu'un propriétaire qui a pris une garantie loyer impayé, donc qui paye un service d'assurance contre les loyers impayés, n'a pas le droit d'exiger une caution de la part du locataire, un garant classique, excepté on a considéré pour les étudiants et les apprentis, qui généralement, on considère que ce n'est pas eux qui payent le loyer, mais plutôt leurs parents ou des choses comme ça, parce que leurs revenus sont faibles. Mais c'est vrai que pour les actifs à faible revenu, ça peut être un handicap parce qu'ils ne pourront pas présenter puisqu'en fait, le dossier va être présenté à une GLI et la GLI ne pourra se baser que sur leurs revenus et pas sur les revenus d'un garant qu'ils auraient ajouté. Alors, donc, il y a une mission en cours qui a été commandée par la ministre du Logement et le ministre de l'Économie afin d'étudier les potentiels effets négatifs de ce non-cumul. Et Dossier Facile a d'ailleurs été auditionné dans ce cadre. Ok, pas Clower. Et toi, Anne-Sophie, peut-être aussi, non? Nous, on est sollicité par la ministre du Logement sur l'axe mixité sociale et comment lever les freins pour le parc privé pour qu'il fasse de la location solidaire. Donc, notamment, mettre plus en visibilité les lois de défiscalisation et justement montrer qu'un propriétaire, mais après, nous, les garanties inversées, on n'est pas forcément comme une agence classique qui ne peut pas cumuler quand elle fait payer un propriétaire une GLI, une caution morale via un garant physique. Puisque nous, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est que la garantie GLI inversée est beaucoup plus forte qu'une caution physique, puisque quand on demande la caution morale, par exemple, d'un parent ou d'un proche pour son Qu'est-ce que tu appelles locataire, caution physique ou morale? Pour moi, ce n'est pas clair, j'avoue. Caution physique et morale, c'est la même chose. C'est en gros une personne tierce au locataire qui va se porter garante. Donc, par exemple, un étudiant loue et c'est souvent son parent qui se porte garant, donc signe un acte de cautionnement. S'il y a un Donc, ça veut impayé, dire si jamais il y a un impayé, c'est vers cette personne-là que le propriétaire bailleur se Oui. retourne pour demander le loyer. c'est ça. Mais ça déplace quand même plutôt le problème parce qu'il arrive quand même très régulièrement que le garant, alors parfois il n'est pas au courant qu'il est garant, c'est arrivé, et puis Maintenant, des fois il n'a plus envie d'être garant. Donc Ou il c'est a quand même oublié. complexe. Il a oublié qu'il était garant. Il s'est Voilà. porté garant il y a 6 ans et un jour, on vient lui demander 10 000 euros parce que et qu'il avait oublié. Et Il peut y avoir un le problème de recouvrement de solvabilité. ces sommes auprès de garants particuliers, c'est un peu c'est quand même super compliqué. oui, c'est assez compliqué. Il y a une procédure, il faut faire 3 relances et après, mise en demeure et huissier et saisie, ça se fait sous en gros, il y a une exécution qui est faite via la justice, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est ce qui peut mettre en péril un propriétaire qui a un bien en location avec derrière un prêt tous les mois et puis des charges qui tombent. Donc nous, Gestia Solidaire, on part du principe qu'on ne prend pas de garantie physique. On demande uniquement à nos locataires qui sont éligibles au dispositif d'aide type Visal ou garantie inversée de prendre cette garantie. Et en fait, s'il y a un impayé, nous, on se porte garant, donc on paye au propriétaire comme d'habitude le 5 du mois son loyer et ses charges et on actionne la garantie qui s'actionne sous un mois. Donc Donc ça veut c'est dire ce que qu'on le essaye de tampon de mettre en avant. trésorerie, il est assumé par Gestia Solidaire. Oui, c'est Ok, ça. d'accord. Et Puisque, jusque-là, je crois que c'était plutôt positif, hein, il n'y avait pas trop de non, besoin sur ce tampon. c'est ça, on se rend compte que finalement l'impayé, il est minime parce que ces personnes, elles ont des revenus stables, un emploi stable, mais il peut y avoir des incidents au parcours de la vie. Donc nous, on a eu juste un cas où pendant 2 mois, on a avancé la trésorerie, puis on a récupéré auprès de la garantie, mais tout s'est bien passé. Le locataire, on l'accompagne après à solder ses impayés en faisant un petit échéancier quand il retrouve un emploi. Donc vraiment, aujourd'hui, on veut mettre en avant le fait que ces garanties inversées GLI, il y a une carence d'un mois, mais elle est assumée par Gestia Solidaire. Donc le mois où on fait la déclaration, on paye au propriétaire.
Et puis derrière, on va récupérer, c'est la garantie tous les mois qui reverse. D'accord. Arthur, tu avais un commentaire. Non, et puis, enfin, nous, c'est un peu la même chose. Pour les personnes qui n'ont pas de garant, on préfère leur préconiser Visal qu'un garant physique. Mhm. Même si, bah, là, pour les personnes qui ont un garant physique, on ne va pas leur dire ne prenez pas un garant physique. Alors, bien sûr, et même entre Visal et les GLI, nous, par exemple, pour nos clients Clower qui n'ont pas de couverture sur le loyer impayé, on va forcément, leur proposer plutôt une assurance classique, type AXA, par exemple, sauf s'ils sont éligibles à la garantie Visal, qui couvre de la même manière, mais qui n'a pas de coût pour le propriétaire. Donc, pas de coût, ça veut dire pas de commission de courtage, on est bien d'accord, mais c'est aussi là qu'on joue un rôle, bien sûr, dans ce domaine-là. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on prenne un exemple super concret. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut nous proposer, par exemple, une ville, une surface, pour voir quel serait justement l'impact et qu'on fasse ce petit calcul tous ensemble de voir qu'est-ce que ça donnerait pour voir si on passait d'une location classique à une location solidaire, s'il y a un effort à faire pour apporter ce sens à l'investissement, ou si au contraire, c'est soit neutre, soit même vertueux. Est-ce qu'il y en a un qui souhaite partager sur la discussion une ville et une surface? Montrouge. Alors, Montrouge, on va regarder. Anne-Sophie, est-ce que tu peux regarder? Tiens, regarde, on a sinon un truc plus précis, un 2 pièces de 47 mètres carrés à Montpellier. Ah, Comment c'est est-ce que tu t'y Montpellier? prends, Anne-Sophie, pour aller évaluer déjà le loyer plafonné de ce 2 pièces de 47 mètres carrés à Montpellier? Donc après, il suffit d'aller sur le petit site que j'avais donné, service public, pour D'accord. connaître la zone de la commune. Donc on tape Montpellier ou le code postal. Alors, faisons-le en direct. Vous voulez que je partage mon écran? Oui. Alors, hop, je partage mon écran. Tac, voilà. Alors, attends, est-ce que vous me voyez toujours ici ou pas? Ah oui, mais je ne peux pas partager mon écran Zoom. C'est pas grave. Alors, ma discussion, où est-ce que je retrouve ma discussion? On voit bien ton écran, moi je le vois en tout Ouais, cas. tu vois mon écran, mais du coup, moi, j'ai perdu la discussion que j'avais. Où est-ce que je la retrouve? Alors, attendez, je vais couper mon partage pour aller sur le lien. Voilà. Et maintenant, je repartage. Vous êtes toujours là, je n'ai pas fait de bêtises, ça va? OK. Tac. Là. Alors, je partage mon écran. Voilà, nous sommes ici. Donc, le code postal de Montpellier, c'est 3400. Oui, c'est ça. Voilà, Montpellier. On est en Donc, zone A, donc ça veut dire avec une forte tension. c'est C'est bien ça. ça. Où est-ce que je peux récupérer mon loyer plafonné à Montpellier? Sur l'ANIL, dispositif COS, donc hop, je vais le mettre aussi dans la discussion. OK. Donc, sur la NIL, sur le Dispositif POS. COS, il y a tous les avantages et le détail des avantages, conditions de mise en location. Donc, Alors, zone j'aurais A, j'aurais voulu un petit robot, mm, enfin un petit simulateur qui me dise voilà quel est mon loyer plafonné pour 47 mètres carrés à Lille. On n'a pas ça? ça doit exister, mais c'est vrai que nous, on utilise après nos propres simulateurs en interne. D'accord. Donc, on a récupéré en fait les données. Donc, zone A, loyer intermédiaire, c'est 13,04 D'accord. euros du mètre carré. Donc ça, c'est 13,04, c'est à Montpellier, c'est ça? Oui, Donc très en bien. intermédiaire. Donc, ça Europe, permet un avantage de 30% sur les donc revenus 30%. générés. Et Donc, on le fait loyer moyen à Lille, à Montpellier, pardon. Je crois qu'on l'avait calculé, nous, il n'y a pas longtemps, le loyer moyen. Peut-être, je vais regarder sur notre télécommunication. On l'avait calculé que il y a pas sinon sur longtemps. les moyens. On a 15. 15 euros. Donc 13,04 à 15 et 30%. Et 30% une fois qu'on a déduit toutes les charges. Donc, si on part du principe qu'il y a 2000 euros de charges, on fait 13,04 fois 47 fois 0,30. Donc, ça donne le montant des avantages fiscaux. Et pour le loyer, on fait 13,04 fois 47. On déduit les charges et on déduit ensuite l'avantage fiscal de 30%. Donc l'avantage fiscal, c'est 184 euros. Le loyer de marché, c'était 15 euros fois 47. Donc on était à 705 euros. Donc ça veut dire que, et 13 euros, 13 fois 47.
On On est est à à 600 611 euros. plus. Donc, ça veut dire qu'au lieu de louer 705 en prix de marché, On loue je loue 630. 711, je loue, pardon, 611 en location solidaire, donc 100 euros de moins, et je récupère 180 euros d'avantage fiscal. Bah, normalement, on récupère plus, hein, c'est sur les loyers annuels générés. Donc, on fait. Oui, mais si je fais un calcul par mois, ça Oui, veut dire que les 30% du 611 fois 0,3, on est bien à 183 euros. donc on récupère plus que la différence Donc, plus que marchande. la différence, plus après derrière, On peut cumuler l'éventualité d'un déficit foncier bonifié bonifié. C'est ça, à hein? 15 300 euros qui se déduit des revenus globaux générés par le propriétaire. Donc, ça reste dans la catégorie, c'est ça aussi qui est important par rapport à de la location meublée, c'est que ça reste dans la même catégorie de revenus que ceux que vous générez par votre travail. Quand on fait de la location meublée, on ne peut pas déduire sur les déficits sur ses revenus professionnels, alors qu'avec la loi COS, on le peut. D'accord. Donc, vous allez diminuer votre part imposable si vous faites du déficit. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est tout ce qu'on calcule, nous, avec nos simulateurs. D'accord. Donc là, on voit bien sur cet exemple super précis que, en fait, apporter du sens et de la solidarité dans la gestion de son patrimoine immobilier fait économiser de l'argent. OK? Oui, Et donc, on a finalement des rentabilités qui sont donc meilleures. Je pense on que optimise, oui. voilà, je pense que c'est un enseignement qu'on souhaite nous mettre en avant. Donc, on va travailler à ces outils, à ces différents simulateurs pour que chacun puisse se dire, OK, moi, demain, comment est-ce que je calcule l'impact d'une location? Est-ce qu'il y a d'autres impacts? C'est-à-dire, ça marche sur le vide comme sur le meublé. On est Non, d'accord? Non? pas sur Dis-moi. le meublé. OK, donc c'est que sur le vide. Que sur Et le donc, c'est nu. uniquement, et donc les baux sont sur les mêmes durées. Non, il y a et les baux sont sur la même durée, mais par contre, il y a un conventionnement. Donc, le propriétaire, il s'engage quand même à louer sur une période donnée, donc 6 ans s'il ne fait pas de travaux et 9 ans s'il fait des travaux. Donc, il a les avantages financiers en plus. Donc, il s'engage quand même 9 ans. Sinon, s'il arrête avant, il perd tous les avantages fiscaux précédents. Donc, ça, c'est OK. important de le noter que le propriétaire s'engage un petit peu comme sur du Pinel sur une période donnée. Et après, une fois que s'il ne souhaite pas continuer au bout des 6 ou 9 ans, il peut retourner sur des modèles classiques de location nue meublée. D'accord, mais donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément adopter cette démarche pour un dossier locataire en particulier. Il faut Non. avoir réfléchi à cette décision en amont, à l'impact de cette décision sur effectivement, on va dire, les 6 années si on est hors travaux Mm. et les 9 années si on décide de bénéficier du déficit foncier bonifié pour ce cas en particulier. C'est ça. Et nous, c'est ce qu'on simule. On fait après des modélisations sur 30 ans avec un modèle de revente pour calculer tout ce qui est taux de rendement interne, vanne, enfin voilà. Mhm, mhm. Des métriques un peu immobilières et puis on explique au propriétaire si on pense que c'est rentable pour lui par rapport à de la location classique. Ok, très bien. Donc on a dit uniquement sur du vide, sur le COS, hein. Mm, On est sur tout le territoire. Sauf tout le bien sûr les territoire. zones qui sont au-delà de B2, donc où il n'y a pas de tension, donc les zones rurales, typiquement, ou les toutes Mais on peut petites quand même villes. faire, là je viens de vérifier, nous on ne le fait pas, mais on peut quand même faire sur les zones C du social et très social, mais on sera sur un niveau de loyer très bas, entre 7 et 5 euros du mètre carré. D'accord, donc là, bah, par contre, ce n'est pas du rendement qu'on va aller chercher, bien sûr. Ok. Non. Et donc, ça veut dire qu'on peut soit flécher son investissement existant vers ce dispositif, ou alors réfléchir à une acquisition patrimoniale, Mm. là aussi, dans le cadre de ce dispositif, hein, avec des rentabilités qui sont prévues, avec une attractivité du logement qui est bien sûr supérieure parce qu'on est sur des loyers qui sont quand même réduits. Et ça veut dire aussi qu'on a déjà appliqué typiquement les plafonnements des loyers, souvent même en avance de phase, par rapport à des villes qui vont l'appliquer très prochainement. Mais Pas de mauvaise surprise. On a vu hein, souvent des surprises de propriétaires bailleurs qui, effectivement, font une acquisition et 3 ans après, le plafonnement arrive, n'avait pas été prévu et le 7% espéré devient du on 2 tombe et forcément à un petit 5. peu la douche froide pour certains qui comptaient dessus. Très bien. Anne-Sophie, merci beaucoup pour ces précisions. Arthur aussi. J'aimerais voir s'il y a des questions, s'il y a des demandes de précision dans l'audience qui nous fait plaisir d'être là. Et s'il y a des questions auxquelles on peut répondre. Des cas très concrets, ça ne va aussi, comme bien sûr des grands principes.
Alors, je mets, vous pouvez vous poser vos questions ici. Il y a des questions pour des exemples Montpellier, Lyon. Alors, quel dispositif pour les meublés? Alors, Très quel bonne question. dispositif solidaire pour les meublés? Alors, aujourd'hui, nous, notre méthodologie de travail, c'est de passer quand même par de la location meublée professionnelle ou non professionnelle. Si le propriétaire veut vraiment faire du meublé, c'est intéressant pour les colocations parce que on peut avoir des étudiants sans garant, actifs sans CDI qui utilisent ces modes d'habitation. Donc, on passera sur de la location meublée professionnelle ou non professionnelle qui apporte l'avantage fiscal traditionnel où on amortit la valeur du bien, les meubles. Donc, Donc, au ça, réel, c'est bien sûr. oui, au réel, c'est très intéressant. Bah, nous, on fait tout passer au réel puisque ça va être la plus grosse niche fiscale qui permet le plus d'abattement. Donc, on fait ce calcul. Par contre, on demande au propriétaire et on construit le prix du loyer avec lui de manière à ce qu'il ne surestime pas le loyer et qu'on soit à peu près 10% en dessous des prix du marché. Donc, on vérifie avec lui que ça couvre bien tous ses frais, qui est quand même une rentabilité. Et puis, on superpose dessus un dispositif d'action logement qui s'appelle Louer pour l'emploi. Donc, c'est un dispositif qui permet en fait de prendre à charge la carence locative. Donc, quand vous avez un locataire qui part, surtout dans une colocation meublée, des fois, on peut se retrouver avec une période où on a un mois sans locataire, le temps de recommercialiser. Donc, ça, le dispositif loué pour l'emploi, ça s'appelle LPE, prend à charge et vous rembourse le mois de loyer, par exemple, entre le temps où vous remettez l'annonce et que nous, on reloue. Donc, c'est une garantie supplémentaire, c'est des avantages financiers. Et le petit plus, c'est qu'elle, louée pour l'emploi, prend en charge les frais d'agence, donc la commercialisation, le fameux mois de loyer qu'une agence facture quand un propriétaire, quand il trouve le locataire pour le propriétaire. Donc, c'est aussi un avantage de se dire qu'on passe par une agence, mais on a les frais qui sont remboursés. OK. Et quelle est la contrepartie de ce LPE, loué pour l'emploi? Parce qu'effectivement, une garantie vacances locatives assurée par l'État et les frais d'agence couverts par l'État, ça paraît super attractif. Donc, ils ont créé ce fonds vraiment de manière, c'est au sein d'Action Logement, pour qu'en fait, ça favorise l'accès au logement plutôt d'étudiants type en alternance Mhm. et de personnes en mobilité professionnelle. Donc, CDD, CDI. Donc, en fait, nous, on est agence agréée, donc on a un agrément avec Action Logement. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on cherche dans notre réseau des locataires et eux nous envoient des locataires salariés de leur réseau partenaire Action Logement. Mais il n'y a Donc pas de ça, contrepartie côté propriétaire, côté bailleur, ou derrière, quel est ouais. Est-ce que tous les propriétaires de meublés peuvent accéder à ce dispositif? dès lors qu'ils sont dans une zone tendue, parce que pareil, c'est un dispositif pour favoriser l'accès au logement. Donc nous, on le fait à Paris, on le fait à La Courneuve, les Lilas, où on a mis en place le dispositif Lyon. Donc généralement, ça s'applique un petit peu partout. Il faut juste faire un effort sur le prix. Donc être en dessous un petit peu du prix du marché, c'est ce que va regarder Action Logement. Donc nous, on fixe 10%. OK. Et le prix du marché, on se rappelle, il est établi par rapport à un code postal. Donc, qu'on soit au quatrième avec terrasse ou au rez-de-chaussée en souplex, on est sur le même prix du marché, du point de vue de l'État. Bah, Ou est-ce qu'il y a une normalement, on a un droit de regarder le prix du marché s'il n'y a pas de loi d'encadrement, comme c'est le cas à Lyon, Paris, Lille. Villeurbanne, enfin toutes ces villes où on va avoir un loyer plafonné mis en place par la commune, la métropole. Mais sinon, le propriétaire, il fixe un prix de marché libre qui est déterminé par des biens similaires OK, donc dans un secteur géographique proche, donc on peut 5-10 avoir de la km. finesse. Donc, D'accord. on prend en compte s'il y a un ascenseur, une terrasse, ça va être des biens de meilleure qualité, donc un prix marché qui va être un peu plus élevé que des biens, par exemple, au rez-de-chaussée, mais sur la même zone. D'accord, Donc ça ça marche. se prend en compte quand même. Très bien. Sur la partie meublée, est-ce que vous étiez à l'aise avec cette notion d'amortissement réel ou micro, ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur cette partie-là? Pour la faire très courte, en meublé, soit on est au micro, c'est-à-dire qu'on a un abattement de 50% du montant des loyers et on est fiscalisé que sur les 50% restants. On n'a pas de calcul compliqué à faire. Si on est au réel, on est dans ce cas-là plus sur la capacité de pouvoir identifier tous les frais inhérents au logement, y compris ce qu'on appelle une charge d'amortissement. Ça veut dire qu'on annule en fait la valeur du bien sur une période de 20 ans
Je simplifie, hein, mais globalement, c'est ça. Et donc, ça veut dire que tous les ans, on a une charge d'amortissement à peu près équivalente à 5% du montant du bien. Alors, hors terrain, ça dépend des villes, je ne vais pas dans le détail. Oui. Mais donc, ça permet en fait de mettre cette charge d'amortissement qui est donc un débit, un passif, en face des revenus de loyer. Et donc, à la fin, finalement, on arrive globalement à zéro. Et donc, il n'y a pas de fiscalité quand on est au réel enfin, une fiscalité nulle quand on est au réel sur les revenus locatifs. Voilà. Est-ce qu'il y a dans l'audience une autre question que vous voulez qu'on traite en séance? Vous avez sinon, bien sûr, les contacts ou les LinkedIn qu'on peut partager d'ailleurs de Arthur, d'Anne-Sophie, qui pourront aussi répondre à vos questions ultérieurement. Mais si vous voulez profiter des 3-4 minutes qui nous restent ensemble, n'hésitez pas, bien sûr, à soumettre un cas pratique ou une demande de précision éventuellement. Oui, et nous, je le précise, on fait des audits gratuites au préalable pour les propriétaires pour regarder déjà combien ils pourraient louer avec nous, notre dispositif, et puis voir si c'est pertinent pour eux. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous sur notre site, notre page Facebook ou directement avec moi. Donc, je vais mettre dans la conversation le lien. Sur Paris et Lyon ou sur toute la France? Toute la France. Là, je fais des études, comme je le disais, à Mâcon, Montpellier, Chambéry. Donc, on essaye d'être très large parce que le dispositif, il est possible partout et des fois plus avantageux dans des villes un petit peu moins grandes que Paris et Lyon, où on a un coût de l'investissement quand même élevé qui peut mettre à mal le dispositif parce qu'il y a un plafonnement de loyer derrière. D'accord. Et puis pour dossier facile, on est aussi toujours intéressé de mener des entretiens avec des propriétaires pour présenter le produit, puis comprendre un peu leurs attentes, avoir leur retour. On travaille pas mal sur les questions justement d'automatisation et d'accroître un peu les contrôles qu'on effectue sur les pièces. Et les retours des propriétaires nous aident un peu à savoir sur quelle pièce mettre l'accent, par exemple. Donc, pareil, je mets mon mail dans le chat. J'en ai profité aussi pour mettre un lien vers un calendrier aussi. Oui, je peux aussi. C'est une bonne idée. Je vais mettre ça aussi. Et donc, ne pas hésiter, oui, si vous êtes volontaire pour un entretien avec dossier facile. Très bien. On a aussi tous partagé nos emails directs, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires. Si vous pensez qu'un autre horaire pourrait être préférable pour les webinaires, on les fait en général le Christophe, mardi. attention, tu m'as envoyé les liens à moi, je crois, uniquement. Ah oui, tu as raison, effectivement, d'accord. Bien joué. Donc, moi, je vais aussi copier mon adresse mail. Arthur, je vais mettre à tout le monde. Bien vu, Arthur. Donc là, je vous avais mon adresse email et je rajoute donc un calendrier. Alors, est-ce qu'il y a mon petit calendrier? Voilà. Il est ici. Je rajoute aussi un calendrier pour si vous avez un rendez-vous à prendre, plutôt sur des questions fiscales, bien sûr, de comptabilité immobilière. C'est vraiment le cœur du métier de Clower. Donc, voilà, vous avez maintenant ces 3 experts qui sont dans votre réseau. Donc, sollicitez-nous. On sera ravis de répondre à vos attentes, à vos questions. Et si vous avez là aussi des suggestions d'amélioration, écoutez, on sera ravis de les écouter, de les prendre en compte pour les prochains événements qu'on va réaliser. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne journée. Bon appétit, c'est bientôt midi. Et à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, dossier facile, je crois assez dynamique sur LinkedIn, sur les différents réseaux. Gestia, évidemment, énormément. On le voit très souvent. Et nous aussi, on essaie de faire notre travail sur ce domaine-là. Merci à tous. À bientôt. Très bonne Merci journée. beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.